Une de mes plus grandes contrariétés et frustrations de rôliste, c'est de ne pas finir une campagne ou un module que j'ai commencé en tant que maître de jeu ou en tant que joueur, mais plus particulièrement en tant que maître de jeu. À l'époque où j'ai commencé à jouer aux jeux de rôle et à Donjons et Dragons en particulier, eh bien les modules faisaient une soixantaine de pages à peu près, une cinquantaine de pages, et on pouvait y jouer pendant des heures, des jours, on y consacrait plusieurs sessions, mais on en voyait la fin. Aujourd'hui, les modules qui sont dans le commerce font plusieurs centaines de pages, sont composés de plusieurs dizaines de PNJ, de statistiques techniques, et il faut bien souvent des semaines, voire des mois pour les terminer, comme c'est le cas par exemple pour Descente en Averne, ou par-delà le carnaval de Sorcelume que voici, et qui vient de paraître en français. Pour la Porte de Baldur Descente en Averne, eh bien, il nous aura fallu, mon groupe et moi, près de 17 sessions, d'en moyenne 4 heures chacune. Donc je vous laisse faire le compte, en sachant que nous avons joué une fois par mois, en gros, 2 fois par mois parfois. Eh bien, vous voyez, ça nous a pris à peu près 1 an de jeu assidu pour pouvoir venir à bout de la Porte de Baldur. Alors quand on a des enfants, quand on a une activité professionnelle à plein temps, une famille, il est difficile de pouvoir caser assez de temps pour pouvoir avancer dans sa campagne. En plus de ça, il faut faire coïncider son agenda avec celui des autres joueurs, donc autant vous dire, et vous le savez si vous êtes déjà confronté à cette problématique, que parfois, on voit les campagnes avancer à un rythme d'escargot, et très souvent, la lassitude, le manque d'organisation, l'envie qui s'essouffle font que, on finit par abandonner purement et simplement la campagne qu'on était en train de jouer. Constitue-toi un trésor de vidéos d'astuces, de conseils et d'infos en t'abonnant à la chaîne. Alors évidemment, on ne rencontre pas ce problème lorsqu'on joue en mode bac à sable, puisque en mode bac à sable, on n'a pas, à proprement parler, de scénario. Ce sont les joueurs qui vont faire évoluer leur personnage dans un cadre donné par le maître de jeu, et c'est la réaction du cadre aux actions des joueurs qui va constituer l'histoire en quelque sorte. Donc c'est peut-être le mode le plus tranquille si on ne veut pas se mettre de contraintes de temps, puisque à la base on n'a pas d'histoire, on n'a pas de conclusion vers laquelle tendre. En revanche, lorsqu'on joue une campagne officielle quelle qu'elle soit, concrètement on a une intrigue, on a des péripéties, on a des étapes qui vont nous emmener jusqu'à une conclusion, et la satisfaction est optimale lorsque les joueurs arrivent à cette conclusion, que ce soit celle prévue par le scénario, ou que c'en soit une autre. Alors, il n'y a pas que l'épaisseur de la campagne ou du module qui est à prendre en compte, qui est à incriminer pour la durée que ça prend pour être joué, mais le système lui-même est un système extrêmement chronophage. Le système de Donjons et Dragons 5e édition, puisque c'est l'édition actuelle, est un système qui rend les combats très longs, puisque les personnages disposent de nombreuses options, de par leurs caractéristiques, de par leurs classes, de par leurs objets magiques, de par les sortilèges, et donc lorsqu'on se lance dans un combat avec 5 joueurs, eh bien les combats peuvent être particulièrement longs. Ce n'est pas sans hasard que la plupart des gens jouent à Donjons et Dragons des scénarios jusqu'au niveau 10 à peu près, parce que au-delà, les options dont disposent les aventuriers et les joueurs sont tellement nombreuses, et il en va de même pour le maître de jeu, de par ses PNJ et de par ses monstres, que les combats prennent un temps considérable. Essayez de voir un petit peu, vous remémorerez que vous est arrivé de faire en une soirée un seul combat, voire 2, tellement c'est long, en plusieurs heures de jeu. Alors est-ce que c'est satisfaisant ? Pour moi, ça l'a peut-être été au début, mais ça ne l'est clairement plus aujourd'hui. Je n'ai plus envie d'avoir un système qui rend les combats aussi longs. Je préfère favoriser l'avancée de l'aventure, l'évolution de l'intrigue. Je veux que, à la fin de la session, il se soit passé quelque chose de significatif et qui soit autre chose qu'un simple combat terminé. Et pour avoir particulièrement bien connu Donjons et Dragons 3e édition et 3.5, je sais que c'était encore plus long.
de par l'intégration du système de dons et de la quantité absolument incroyable de données qui devaient être prises en compte dans un combat, c'était encore plus long que ce que ça ne l'est aujourd'hui avec D&D 5e édition. Alors voilà pourquoi, au terme de cet exposé, je suis arrivé à un constat. Ce constat, c'est que si je me contente de lire une campagne, comme par exemple Par-delà le carnaval de Sorcelume, qui vient de sortir, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à la lire. Si je me contente de la lire et que je cède à l'enthousiasme et que je dis donc à une poignée de joueurs, voilà, je recrute 5 joueurs pour faire Par-delà le carnaval de Sorcelume, on commence telle date, j'ai fini de lire la campagne, et que je me contente juste de ça, il y a de très grandes chances que l'on n'en voit jamais la fin. Pour éviter cela, je vais procéder comme j'ai procédé avec la campagne Descente en Auvergne, et comme je l'ai fait également avec Out of the Abyss, qui est la première campagne des 5e édition, qui n'a pas été traduite. Voilà, j'ai eu une méthode avec ces campagnes, et qui m'a permis, cette méthode, de vraiment arriver à la fin. Ça a été extrêmement satisfaisant, et pour moi, et pour mes joueurs. Alors quelle est cette méthode? Elle est extrêmement simple, je réinvente pas le fil à couper le beurre, ni l'eau chaude. Cette méthode, elle consiste tout simplement à lire complètement la campagne, d'accord? Et ensuite, à me donner, à moi ainsi qu'à mes joueurs, une deadline. Il s'agit de prendre donc un agenda, un calendrier, et de se projeter dans le temps, en prenant en compte la fréquence de jeu que l'on envisage, et ensuite, de reporter ce temps que l'on va avoir devant soi sur la table des matières de la campagne. Une fois que vous avez lu la campagne et que vous savez les grands événements qui se déroulent dans chacun de ces chapitres, vous pouvez déjà avoir une idée du temps que va vous prendre chaque chapitre. Il s'agit d'aller voir le nombre de combats qui sont proposés dans les chapitres. Il s'agit d'aller voir le nombre d'explorations, parce que les campagnes officielles sont très riches en sites à explorer. Et ces sites comportent parfois des dizaines de salles, et si vous êtes du style à dessiner les plans, là aussi, c'est extrêmement chronophage. C'est quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps pendant votre session. Donc, par exemple, lorsque j'ai été confronté à cette première exploration en Avernus, dans le sous-sol des bains dans Baldur's Gate, en fait, j'ai consulté ce plan, ce donjon tel qu'il est décrit, et j'ai utilisé une méthode qui est la mienne et que je détaillerai peut-être dans une autre vidéo lorsqu'il s'agit de faire jouer des labyrinthes comme celui-ci, c'est-à-dire que j'utilise la méthode des set pieces en anglais, c'est-à-dire des scènes clés. Voilà, ce sont des scènes clés, c'est-à-dire que je vais repérer en fait dans ce plan les endroits qui me plaisent, là où il y a la rencontre intéressante, là où il y a véritablement l'information la plus importante, la situation la plus sympa, celle que j'ai vraiment envie de jouer et de faire jouer. Je vais vraiment retenir cette scène-là, et c'est celle-là que je vais faire jouer principalement à mes aventuriers. Donc je combine en fait l'exploration traditionnelle, si j'ose dire, et le theater of the mind, c'est-à-dire le fait de jouer par uniquement la description. Je vais vous donner un exemple. Il y a par exemple dans cette salle un monstre qui attend les aventuriers, et c'est ça que j'ai envie de faire jouer à mes aventuriers. J'ai, si vous voulez, en tête le fait que notre session va durer 4 heures. Je pense que ce combat-là va prendre à peu près 1 heure. Très bien. Parce que, évidemment, si vous commencez à décrire chaque salle, si vous décrivez les dimensions et le contenu de chaque salle, vous allez en avoir pour un temps considérable. Et là, je vous parle du premier donjon de la campagne. C'est le tout premier. Les aventuriers sont niveau 1, d'accord ? Donc c'est vraiment le plus simple. Et regardez l'étendue du plan, c'est quand même énorme. Donc, mon travail préparatoire aura consisté à repérer les endroits clés et ensuite à faire passer sous le biais d'ellipses tout le reste, d'accord, quitte à le dessiner sur un Velleda ou quitte à le dessiner sur un morceau de papier. Et donc, lorsque les aventuriers me diront, on prend ce couloir-là, vous voyez, ça m'amène à une autre réflexion. C'est pas pour rien que la plupart des premiers donjons, en fait, donnent peu d'embranchements, parce qu'en fait, les auteurs
doivent trouver un moyen de faire avancer les aventuriers dans un sens prédéterminé. Donc si on commence à multiplier les embranchements, c'est extrêmement difficile pour le maître de jeu. Mais par contre, ça colle parfaitement à l'état d'esprit OSR. Donc je reviens ici. Parce qu'on veut que les aventuriers aillent dans un certain sens jusqu'à culminer à la rencontre finale avec le boss final. Eh ben, moi, ce que je fais, je prends mon boss final, je prends 2-3 lieux ou rencontres intéressantes de ce donjon, et le reste, je le passe via des ellipses, via des descriptions qui expliquent aux aventuriers que voilà, ils ont traversé un couloir qui donnait sur 3 cellules obscures mais vides, plongées dans les ténèbres et dans l'humidité. Voilà, paf, ça y est, vous voyez là, j'ai passé cet endroit-là, quoi, par une simple ellipse. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une des méthodes que peut-être je redécrirai un peu plus en détail. J'essaye d'être le plus clair possible, mais c'est pas toujours évident, parce que je n'ai pas de texte à lire, vous le savez, hein, je fais les choses plutôt spontanément. Et donc, voilà pourquoi, ayant fait ce travail-là, je maîtrise le temps que va durer l'exploration de ce donjon. Et je ne suis pas tributaire de la vitesse d'évolution des aventuriers. Ça contribue, si vous voulez, de la stratégie du suivi du rythme d'une partie. Imprimer un rythme, c'est également faire des choix avant même que la partie ait commencé, quant à savoir ce que l'on va montrer, de ce que l'on va passer sous silence pour favoriser l'avancée de l'histoire. Alors, vous pourriez m'objecter que oui, c'est une façon de faire qui est du coup dirigiste. Oui et non. Oui et non, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne choisis pas une seule rencontre, j'en choisis plusieurs. Et mes aventuriers, eh bien, vivront les rencontres ou les explorations au gré de leur choix personnel. Donc, ça n'est pas totalement dirigiste, c'est une sorte de semi-dirigisme. Mais dirigisme n'est pas un gros mot. Lorsque vous utilisez le dirigisme d'une façon qui fait avancer l'histoire, c'est-à-dire au service du rythme et de l'intérêt de votre histoire, il n'y a rien de répréhensible, rien de gênant à utiliser le dirigisme. C'est lorsque vous combinez cette méthode et le bac à sable que vous arrivez, selon moi, en tout cas pour moi, à une expérience de jeu très satisfaisante pour moi et pour les joueurs. Vous voyez, il y a tout un passage en fait la première partie de la campagne qui se déroule à Baldur's Gate, à la porte de Baldur. Voilà pourquoi on a tout un descriptif de la porte de Baldur, parce que les aventuriers peuvent être amenés à faire tout un tas de choses imprévues. Eh bien, vous pouvez très bien vous dire que vous allez passer une séance, une session ou deux en mode bac à sable, où vous allez laisser vos aventuriers errer au gré de leur choix, et ensuite, lorsque vous allez passer au chapitre suivant, eh bien à ce moment-là, revenir sur ce mode semi-dirigiste en quelque sorte, mais qui va vous permettre entre guillemets de rattraper le temps perdu. Je mets des gros guillemets parce qu'évidemment, il y a des groupes qui se régalent à passer des heures et des heures en marchandage au marché ou à interpréter des PNJ. Si c'est votre cas, génial. Je m'adresse aux maîtres de jeu et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas satisfaits justement du fait de ne pas maîtriser le rythme de leur campagne et qui se demandent pourquoi ils n'arrivent pas jusqu'au bout des campagnes qu'ils commencent. Lorsque vous combinez cette méthode avec la connaissance que vous avez de vos joueurs, parce qu'évidemment, on ne s'aventure pas sur une campagne avec des joueurs qu'on ne connaît pas. La plupart du temps, ce sont des amis, c'est de la famille. Là, quand on joue avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, c'est souvent des modules. Et quand bien même vous commenceriez à jouer avec des gens que vous ne connaissez pas, par exemple vous êtes dans une association, comme c'est mon cas, dans un club, bah de toute façon vous allez finir par les connaître par la force des choses au fur et à mesure que va se dérouler l'aventure. Eh bien, vous allez commencer à cerner les habitudes de jeu de vos joueurs, vous allez pouvoir un petit peu connaître leur style de jeu, et sachant cela, vous allez pouvoir un petit peu commencer à anticiper leur choix dans les chapitres suivants de l'aventure. Mettez à profit cette connaissance supplémentaire, plus fine, pour anticiper les sessions suivantes, pour essayer de préparer au mieux les choix les plus probables de votre groupe ou de vos joueurs. Et vous verrez que vous y gagnerez là aussi en spontanéité et en rapidité. Alors après, il y a également des passages entiers de campagnes officielles qui ne sont pas nécessaires, et dont on peut se
passer. Lorsque vous avez à cœur de mettre toutes les chances de votre côté pour voir la fin de la campagne que vous venez de commencer, il s'agit d'identifier dans la campagne qui a été écrite ces moments, parce qu'il y en a toujours beaucoup, comme par exemple, selon moi, dans Avernus, le passage par Candlekeep, où les aventuriers vont avoir affaire à une magicienne qui va leur permettre de se rendre dans les plans infernaux. On peut très bien zapper le voyage, parce que les aventuriers doivent partir de Baldur's Gate, passer quelques jours, se rendre dans Candlekeep, rencontrer la magicienne, etc., 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 etc. Rien que ça peut prendre jusqu'à 2 heures de jeu. Alors, lorsqu'on a des heures et des heures et des jours devant soi, ok, peut-être que ça peut ne pas poser de problème. Mais comme je vous le disais, si on n'a que des sessions de 3 à 4 heures de jeu et qu'on veut les rendre les plus optimales, les plus productives possibles, j'utilise des termes volontairement qui sont loin de la féerie et du délire rôliste, mais parce qu'on se parle d'efficacité là, c'est ça que je veux dire. Voilà. À ce moment-là, on peut très bien faire en sorte que cette rencontre dans Candlekeep se passe directement à Baldur's Gate. La magicienne que les aventuriers sont censés rencontrer, Sylvira Savikas, ils peuvent parfaitement la rencontrer dans Baldur's Gate, et vous avez zappé du coup tout le voyage jusqu'à Candlekeep. Ou alors, n'hésitez pas à faire là aussi une ellipse pour passer tout ce temps complètement inutile et partir de Baldur's Gate, raconter en quelques mots le voyage, et paf, on arrive à Candlekeep. Alors au final, je tiens à vous dire que, en fin de compte, je me rends compte que une grande partie de la difficulté que j'avais à finir des campagnes officielles tenait essentiellement au système de jeu. Les pléthores d'options, le fonctionnement même du système, avec ses actions bonus, ses réactions, les subtilités qui sont autant d'exceptions à la règle générale, font que le jeu est fatalement haché. Le système est fatalement chronophage. C'est obligatoire, c'est inévitable. Et d'ailleurs, une grande partie des vidéos que vous trouverez sur la chaîne sont des alternatives, des possibilités de pouvoir tweaker un petit peu, adapter, changer ce système. Mais au bout du bout, Donjons et Dragons 5 conserve de grosses lacunes, selon moi. C'est-à-dire que cet aspect tactique prend très souvent le pas sur l'aspect vraiment rôlistique. Voilà pourquoi, de plus en plus, je me tourne vers des systèmes beaucoup plus épurés, tels que Dungeon Crawl Classics, qui est un retour aux sources de Donjons et Dragons, ou même le système le plus élégant, selon moi, le plus simple, Makato Monster, qui existe en français, de Éric Nieudant, pour lequel j'ai consacré donc des vidéos à ces deux systèmes. Ces deux systèmes ont vraiment l'avantage d'être totalement épurés, très intuitifs, et ils font la part belle à l'histoire, contrairement à des 5 qui restent très chargés d'options tactiques, stratégiques, et qui viennent alourdir et ralentir le jeu. Donc c'est un aspect sur lequel je reviendrai très prochainement pour l'approfondir. Mais voilà, en fait, le système de D&D 5 ne me convient plus tout à fait, et ce qu'on nous propose pour l'instant pour One D&D, qui paraîtra en 2024, ne me rassure pas quant à l'évolution positive de cet état de fait. Voilà, bon les amis, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, à soutenir la chaîne. Je vous rappelle qu'il y a un petit Tipeee qui est disponible si vous voulez m'aider un petit peu à financer le fonctionnement de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à ciao.